Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Isaac et merci à vous d'être là en ce beau dimanche pour découvrir le premier long métrage documentaire de Denis Oumar Pitsayev, un documentaire autobiographique en prise directe avec le réel que nous avons donc sélectionné en compétition à la Semaine de la Critique et qui nous a bouleversés avec le comité de sélection. Alors la symbolique du titre est tout à fait éloquente, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais imago en biologie désigne la forme adulte et complète de l'insecte à métamorphose, et en psychanalyse, la représentation inconsciente de nos figures parentales. Tout un programme. Le réalisateur filme ici son retour sur ses terres natales, une vallée isolée en Géorgie, à la frontière de la Tchétchénie. Il filme une communauté, il filme également les membres de sa famille et leur confie un rêve, celui de construire une maison tout à fait atypique qui ne ressemble en rien aux maisons du coin, ce qui suscite tout un tas de débats et de questions. Donc il va être question justement dans Imago d'introspection, d'identité, mais aussi d'exil, tandis que vous allez voir les traumatismes des conflits russo-tchétchènes passés vont remonter à la surface. Vous allez également constater qu'au générique, il y a au montage deux signatures, deux pointures, Dounia Sichov et Laurent Sénéchal. Laurent Sénéchal qui avait monté Les Fantômes de Jonathan Millet, qui avait fait l'ouverture de la Semaine de la Critique l'an dernier, et également Anatomie d'une chute de Justine Triet. Donc ce n'est pas rien. Comme tu l'as dit Isaac, le film a remporté l'Œil d'Or 2025 au dernier Festival de Cannes, qui est donc le prix du meilleur documentaire, toutes sections confondues au festival. Il a également remporté le prix French Touch du jury de la Semaine de la Critique, qui était présidé par Rodrigo Sorogoyen. Donc voilà, un très beau doublé. Je vais m'arrêter là. On va accueillir l'équipe du film, le réalisateur, Denis Oumar Pitsayev, accompagné de sa productrice Alexandra Mello et du monteur Laurent Sénéchal. Et de l'assistante Noémie Levé. Bienvenue. Bonsoir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Donc, déjà dans la salle, il y a pas mal de personnes qui participaient à ce film. Donc, je veux remercier tous ces gens-là aussi qui sont dans la salle. Et évidemment, la Semaine de la Critique aussi pour cette sélection. Il donnait l'opportunité à ce film d'être vu à Cannes. Et évidemment, à toute mon équipe qui sont là aussi. Qu'est-ce que je peux dire sur le film ? Je préfère ne pas dire quoi que ce soit pour que vous découvrirez, parce qu'il faut traverser ce film, ressentir et vivre. Donc, merci pour le courage à ce dimanche pour cette traversée dans les montagnes du Caucase. Merci. Je voulais dire quelques mots aussi de remerciements à tous ceux qui sont dans la salle, qui sont venus, amis, collaborateurs, curieux. Il y a notamment aussi Nicolas Lebec qui nous a accompagnés jusqu'ici en direction de production. Merci. Anne Planquette aussi, qui a été notre stagiaire, assistante, qui est présente. Et je voulais vous donner aussi l'information qui est pour nous très importante, que le film va sortir le 22 octobre de cette année, distribué par New Story, qui est notre distributeur. Et on est vraiment très, très heureux et très fiers. Voilà, je vais m'arrêter là, à moins que tu veuilles dire quelque chose. Bonne projection. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous étiez à Cannes en compétition à la Semaine de la Critique avec Imago, qui est un premier long métrage documentaire, et votre film a eu un grand succès puisqu'il a gagné le prix French Touch de jury à la Semaine de la Critique et en plus le prix Œil d'Or
du Festival de Cannes, qui est le prix de meilleur film documentaire de tout le festival. Ouais. Félicitations. Merci. Avant qu'on commence à parler un peu du film, est-ce que vous pouvez vous présenter et parler un peu de votre parcours, vos études, ce que vous avez pu faire précédemment dans le cinéma? Est-ce que vous avez réalisé des courts-métrages ou autre? Oui, dans mon parcours, j'ai fait une école de cinéma en Belgique qui s'appelle ANSAS. C'est une école de cinéma très réputée à Bruxelles. Et j'étais dans le département de réalisation. Et après, oui, j'ai fait deux courts-métrages, un documentaire et un hybride entre fiction et documentaire. Et Imago, c'est un premier long-métrage euh, documentaire. Et au ce moment, je travaille sur un long-métrage de fiction. Du coup, pourquoi vous avez choisi ce sujet? Que je raconte un peu pour ceux qui n'ont pas vu le film. Votre film parle de vous-même, le personnage principal, qui retourne dans sa famille après avoir vécu plusieurs années en Europe. Donc, vous venez de Géorgie, en région sur la frontière entre Géorgie et Tchétchénie. Et, euh, Euh, dans tout le film, en fait, c'est la rencontre avec votre famille et le désir de trouver un peu vos racines. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à réaliser ce film? En fait, c'est pas vraiment un retour parce que je veux dire que je viens pas de Géorgie. En fait, je veux dire que c'est un enclave qui se trouve en Géorgie, une enclave tchétchène, donc à la frontière avec la Tchétchénie. Mais moi, je viens de l'autre côté de la montagne, de la vraie Tchétchénie, qui aujourd'hui se trouve en Russie. Et comme j'ai plus droit, en fait, c'est très compliqué pour retourner au Tchétchénie, parce que la Chine fait partie de la Fédération de la Russie, c'est encore les colonies. Et ma mère m'a offert une terre qui se trouve de l'autre côté de la frontière, donc au Géorgie, au Pontisy, et dans cette région-là qui est peuplée par des Tchétchènes, une terre pour que j'ai quelque chose, un rapport physique, une sorte de terre d'attache, pour que, soi-disant, que je perds pas mes racines, en fait. Donc, c'était le souhait de ma mère. Et donc, l'idée, venu vraiment par ce cadeau que ma mère offerte pour dire voilà maintenant t'es en terre, t'as quelque chose tangible, vrai, donc tu peux avoir un vrai rapport avec cet endroit et t'as vraiment droit d'être là et construire une maison et tu serais parmi les siens en fait. Et c'est comme ça que j'ai débuté cette aventure, si je peux dire, parce que oui, au début, je pense pas du tout faire un film sur ces sujets-là. Et petit par petit, c'est devenu une possibilité. Quand mon père me dit que il pourra venir m'aider, et dans ces cas, je lui dis, bah, peut-être cette terre-là, ça peut être un endroit de réunion entre deux parties de ma famille, donc comme une sorte de terre de la paix. Quand je regardais le film, la question la plus importante que j'en posais, c'était la suivante. Dans quelle mesure le film est une prise de vue de réel, c'est-à-dire que vous filmez des scènes qui se produisent naturellement devant vos caméras, ou alors les scènes qu'on voit sont scénarisées, vous avez écrit des dialogues, vous avez demandé à votre entourage, aux membres de votre famille, de jouer les dialogues et vous avez du coup reconstitué la réalité, ou un mélange des deux. Non, en fait, alors, il faut dire que le film, comme c'est une production française, en fait, c'est une production, coproduction entre la France et la Belgique. Pour tous les aides qu'on et demande en France, évidemment, il faut écrire des grands dossiers, écrire des traitements, des scénarios du réel qui pas encore déroulés. Et donc,
Donc le film était très écrit, mais pas mot par mot par chaque dialogue que les personnages vont dire, autant donné que je ne savais pas du tout comment ils vont réagir parce que et ma mère, et par exemple dans les traitements qu'on a fait avant du début de tournage, elle n'apparaissait pas. Elle voulait pas être filmée ou venir au Punk ici pour le film en fait. Donc ma mère, elle n'existait pas dans les traitements du film avant le tournage. Et mon père, comme je connaissais pas très bien, je savais pas comment il sera, donc moi je vais décrire, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, voilà, alors que dans la réalité il parle énormément et il était très à l'aise en fait. Donc je veux dire que tout ça c'était que des idées ou des projections que je pouvais avoir et le réel était très différent. Donc et par rapport aux mises en scène, euh, dans le film, genre qu'il y a aucun dialogue écrit dans le film. Euh, Tout ce que disent les gens, ils disent naturellement. Seule personne qui, on peut dire, qui joue un peu, ça sera moi, parce que comme je suis le personnage, mais aussi réalisateur, donc moi, je peux diriger la scène à l'intérieur de scène, en fait. Donc, et c'est-à-dire quand je suis soit avec mon père ou avec ma mère, c'est moi qui peux diriger les discussions vers où on va aller discuter. Donc, je veux dire que ils savent pas de quoi on va discuter, c'est moi qui provoque les choses pour discussion, mais comme c'est pas écrit, je veux dire que tout ce qu'ils ils disent naturellement en fait, sur une seule scène. Donc dans le film, il y a aucune scène qui est jouée par personne, et il y a aucune scène qu'on a refait parce que j'étais pas satisfait. Donc tout vraiment incarné par le réel en fait. Par exemple, les scènes avec les femmes autour de table lors de repas, qu'on parle de liberté, de l'argent et tout ça, on a fait avec elle une autre scène aussi qui était mieux filmée, mieux cadrée, mais c'était pas naturel. Oh, je trouve que c'était pas la même chose. Et donc, j'ai préféré la toute première scène qui était un peu chaotique, soit pour les mises en scène, soit pour les placements de caméra. Partout, ils parlaient tous en même temps, mais elle était beaucoup plus forte émotionnellement et très sincère aussi. Donc, je veux dire que j'ai prenais les choses qui étaient euh, moi esthétiquement parfait, mais qui étaient parfaites dans les sens émotionnels en fait, parce que c'était vrai en fait. Est-ce que vous avez tourné beaucoup de roches et après, comment c'était le processus de montage? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps au montage? Euh, Alors, pour quelqu'un, ça peut être beaucoup, pour les autres, c'est très peu, donc c'est à savoir. Moi, je trouvais ça OK. On a fait, je crois, je vais, peut-être je me trompe, alors là, j'ai pas de chiffre exact pour être 100%, mais je crois que c'était autour de 80 heures de rush. Je connais les gens qui arrivent avec 200, plus de 200 heures de rush, donc je ne sais pas, mais donc au montage, on travaillait sur longue durée quand même, et ça nous pris 7 mois de montage image. Donc, mais c'est aussi parce que il avait deux monteurs, qui a fait deux travail, donc c'est pour ça aussi que c'était long en fait. Dans à peu près toutes les scènes, vous êtes présent devant la caméra comme vous êtes réalisateur aussi. Est-ce que c'était compliqué de gérer en fait les deux métiers à la fois ou vous souhaitiez pas prendre un acteur à votre place ou vous croyez pas que ça peut être plus facile? Est-ce que c'était très difficile de tourner de cette façon? Je veux dire que ce serait étrange que je prends un acteur pour le documentaire qui est très personnel, qui incarne moi. Mais non, oui, c'était pas facile. C'était ma première expérience comme ça. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris un assistant de réalisateur. Donc j'avais un assistant personnel pour mise en scène, pour m'aider aussi, parce que comme lui, il est aussi réalisateur. Donc, il était derrière un petit moniteur
aussi, et donc ça m'a aidé énormément aussi. Et comme je disais et tout à l'heure, j'ai dirigé aussi les scènes à l'intérieur, donc ce qui n'était pas toujours facile, mais on avait un dispositif que on tournait une scène dans la journée et le lendemain matin, on a regardé tous ensemble. Donc, je veux dire, quand je dis tous ensemble, je veux dire que l'équipe technique, donc le chef opérateur, un ingénieur de son, assistant et moi, on a regardé les scènes pour voir ce que va pas et comment on pourra faire les prochaines scènes pour améliorer les choses ou pour comprendre le dispositif. Donc oui, au début, c'était compliqué, mais après, on a pris notre habitude et, euh, et il faut dire que on dirige jusqu'au la salle de montage aussi. Donc, dans la salle de montage, on prenait aussi les décisions artistiques. J'ai vu dans le générique que vous avez eu un co-scénariste. Comment c'était qui cette personne et comment vous avez travaillé du coup à deux pour élaborer le scénario? Alors oui, c'est Mathilde Tréchet. C'est pas une co-scénariste, mais co-autrice avec qui j'écris le projet en fait. Donc elle connaissait pas de tout ces régions-là, mais elle est déjà venue avec moi pour une fois pour le repérage, pour connaître les régions. C'était un court voyage quand même, mais comme c'est écriture de documentaire, encore une fois, c'est pas vraiment un scénario où on a tous les personnages, les dialogues et tout. C'est juste les projections. Donc c'était aussi pour m'aider pour transcrire mes idées, pour aussi pour faciliter pour les langues aussi et pour les langues françaises et pour l'écriture des dossiers et, euh, et réfléchir ensemble sur l'arc dramaturgique du film aussi. Parce que malgré que c'est documentaire, c'est quand même aussi raconter une histoire. Raconter deux histoires, c'est les règles pareilles que ce soit une fiction ou que documentaire en fait. Est-ce que vous avez des références cinématographiques, des cinéastes dont l'image et le style vous ont inspiré? On peut penser par exemple au Kiarostami ou Nuri Bilge Ceylan, des cinéastes qui ont tourné à peu près dans la même région, dans les pays voisins de là où votre film se passe. Et surtout qu'il y a la question de rapport entre l'homme et le paysage, comme on voit dans votre film. Ce que vous avez cité sont de bonnes références, mais moi, ma référence était de quelqu'un qui était un peu plus loin de cette région-là, mais qui est aussi un peu la région montagnard. C'est dans des paysages de Galicie. En Espagne, c'est réalisateur franco-espagnol, je crois qu'il est franco-espagnol. C'est Olivier Lax. Peut-être on prononce Laxe parce que comme c'est de Galicie, je ne sais pas comment on prononce correctement, mais c'est Olivier Lax avec son film Le feu viendra. C'est une histoire de retour d'un personnage dans son village natal au Galicie. Et et c'est très fort comme film et l'image aussi du film. Donc c'était une de références esthétiques pour le film, alors que à la fin c'est très différent. Je veux dire que finalement je suis un peu s'éloigné de cette esthétique-là, mais c'était une de références d'un dossier que j'avais utilisé. C'est très intéressant ce que vous dites parce que Olivier Lax, il était présent à Cannes Oui, c'était né. et en compétition du coup avec son nouveau film. Est-ce que vous avez vu son film? Oui, oui, j'ai vu le film. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je sais pas ce que c'est. C'est très très différent avec l'autre, hein, avec l'autre film. Oui, c'est très différent. C'est très différent. Mais c'est quand même c'est un film, c'est une vraie expérience physique aussi pour le spectateur et ce film. C'est une vraie traversée. Euh, à partir de quand et quand vous écrivez le scénario ou après au montage, peut-être, vous avez décidé de diviser le film en quelque sorte en deux parties.
Dans la première partie, c'est plutôt, le film se passe dans une ambiance plutôt matriarcale. On voit beaucoup de membres féminins de votre famille. On voit que vous avez de très bons rapports avec votre mère. Et la deuxième partie, au contraire, c'est constitué d'un dialogue avec votre père, et qui est tourné en forme d'une balade dans la forêt. Comment, du coup, vous avez fait ce choix d'avoir ces deux parties-là l'un après l'autre? Euh, alors, les parties dans les forêts, c'était une partie très importante pour moi. En fait, c'était je savais avant que je tourne que ce sera une des parties clés du film. Et quand c'était tourné, ça, j'étais persuadé. Et dans le film, les constructions de film fait tout pour arriver à cette partie et dans le faire avec le père qu'on n'est pas prêt à percevoir en fait. Donc, je veux dire que la narration de film c'est assez doux en fait. Juste qu'on arrive dans la forêt, c'est là où se culmine vers la fin et pas dans le milieu comme d'habitude. Donc, cette narration-là, elle est un peu atypique pour raconter cette histoire. Et, euh, et qui ont dû, comment dire, on a fait pour déjouer l'attente de spectateurs que les premières parties de film, c'est avec moi qui arrive, qui est un peu plus, on découvre l'endroit et on dit, bah, peut-être ce sera un film comme ça. Et après l'arrivée de la mère, ça change, ça devient plus intime. Et avec le père, ça change encore une fois. Et ça devient presque, on prend le spectateur. Et je crois que cette scène dure à peu près 20 minutes, peut-être plus, et dans la forêt. Et c'est presque, on ne laisse pas spectateur de partir ni à droite ni à gauche. On capte jusqu'à la fin, en fait. Et donc, c'était, on a envie de cette, presque une performance physique aussi, en fait. Euh, il y a des mises en abîme dans le film, par exemple, dans la même scène dans la forêt, et à la fin de la scène, vous dites, on va finir sur le fait que j'ai envie d'être libre. Et du coup, ça, c'est un clin d'œil aussi au spectateur, que tout ce qu'on est en train de voir, c'est un film, et c'est prévu, il y a des dialogues, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui était pensé par vous d'avoir des petits moments de mise en abîme? Non, on va dire, c'était pas pensé à l'écriture, mais c'est quelque chose qui est venu plus au montage parce que il a plusieurs fois dans le film, il est en scène avec la mère, qu'elle regarde la caméra, elle dit qu'on qu'on rappelle qu'il a une présence de caméra. Après, elle est avec les jeunes sur le terrain de foot qui lisent ah ben la caméra qui nous filme. Donc chaque fois, en fait, il a cet rappel-là. C'était fait pour qu'on pense, en fait, qu'on reste conscient que c'est un film en train de se faire sous nos yeux, en fait. Donc, c'est un film aussi performatif. Et donc, c'est pour qu'on n'oublie pas que, que c'est un film, mais c'est aussi un réel. Et donc, et pour moi, c'était important qu'on se souvienne ça aussi, mais aussi parce que il avait, on a fait plusieurs projections tests au montage. Il y avait les gens qui disaient que, mais c'est tellement bien écrit, chaque dialogue et chaque scène. Et on disait, mais en fait, c'est rien écrit, c'est le réel. Et donc, je veux dire que ce qu'on a fait aussi au montage, c'était un peu abîmer le film pour qu'il soit pas trop lisse et trop parfait, pour qu'on se souvienne chaque fois ce qu'on regarde, c'est vrai, c'est réel, et c'est en train de passer devant nos yeux, en fait. Et qu'on est témoin et qu'on participe à ça, et que je offre cette intimité au spectateur aussi, en fait. Pour qu'on a, comment dire, pour avoir plus pacte avec les spectateurs de partager et qu'ils ont avec moi à ce moment-là, en fait. Donc c'était pour ça, mais c'était pas prévu, mais c'est quelque chose qu'on a fait au montage pour garder toutes ces choses-là, des petites choses, pour qu'on a conscient qu'on est en train de voir un film qui est en train de se faire, en fait, et qu'on ne sait pas où il va vraiment, et ce qui est peut-être qu'il ne sera pas parfait, mais ce qui est important, c'est l'émotion et que à un moment, on regarde le film
Et après, dans la deuxième partie du film, comme les scènes avec l'euphorie, c'est le film qui commence à nous regarder à nous, en fait, le spectateur. Sur le fond, le film parle de la condition féminine dans votre culture maternelle, notamment dans la scène où on voit les femmes en train de parler de leur condition, de la liberté qu'elles souhaitaient, qu'elles n'en avaient pas. Mais surtout, parle de l'exil, en quelque sorte, de la situation de quelqu'un qui a immigré, qui revient de déracinement, de recherche de racines. Pour vous, qu'est-ce que le film raconte justement sur l'exil? Euh, je crois qu'il n'y a pas de chemin de retour, en fait. Je veux dire que, je ne sais pas si c'est triste ou non, mais il faut, en fait, je veux dire que, et moi, je veux revenir à cet endroit-là et faire ce film-là aussi pour mieux dire au revoir. Et c'est pas un retour pour moi, c'est un retour pour dire mieux au revoir et passer à autre chose et embrasser la vie qui est plus large et qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a plein de sujets dans les vies aussi qui dépassent juste ma région ou quelque chose comme ça qui est plus universel. Mais pour moi, c'était aussi important. En fait, je sais que moi, j'ai vécu au Toka, c'est pas juste un retour parce que on ne peut pas retourner dans les pays qui n'existent pas. Et pour moi, le retour, c'était retour vers l'enfance. Et dans l'enfance, et tout est beau, on est innocent, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligations. On a des enfants, on a liberté, au fait. Et on n'est pas dans le monde d'adultes avec des règles, avec les contraintes, avec ce qu'on attend de nous. Tout est possible, en fait. Je veux dire que il n'y a plus quelque chose de plus communiste et universel que être un enfant. Et parce que un enfant de n'importe quel pays, ils vont se comprendre mieux que des adultes. Et parce que l'enfant, c'est quelque chose tellement universel, en fait. Et moi, je voulais retourner dans à l'enfance et quand j'ai retourné dans cette région-là, j'ai compris que je peux pas retourner dans l'enfance. Et je peux pas retourner plus dans la Tchétchénie parce qu'elle n'existe pas telle que j'imaginais, que je rêvais ou que je souvenais et qu'il fait accepter le réel tel qu'il est et que je pense que si on part dans un endroit là, voilà. Je crois que c'est fini. Je veux dire qu'on a les liens et tout, mais c'est plus pareil en fait. On est un peu entre deux mondes et euh, et on n'a jamais vraiment à sa place éternellement en fait. On peut s'adapter mieux, mais on sera jamais vraiment à sa place en fait. C'est euh, c'est un peu triste, mais c'est à nous de faire un nouveau monde, à nous, en fait, de trouver sa place, soit dans l'exil, soit même, et en fait, je veux dire que ça peut être encore plus tragique comme le personnage, un des personnages du film, c'est le jeune garçon qui est pas nommé dans le film, un ami que je raconte sur place. Lui, ils sont exilé ou étranger dans son propre pays, en fait, ou dans son propre région, en fait. Donc ça, c'est encore plus dur qu'on ne sont pas à sa place dans sa propre société aussi, en fait. Et en même temps, c'est un au revoir très doux, plein Ah oui, bah d'affection et bien sûr. d'amour. Je veux dire que, en fait, en fait, je veux dire que c'est cette envie d'être individu mais aussi appartenir à un groupe plus large que ta individualité, en fait. Donc, c'est pas envie de couper les liens ou dire, ah, je veux être comme je suis, être libre et indépendant, et en même temps, je suis attaché à quelque chose, on dirait un clan, une communauté ou quelque chose qui est plus large que soi-même, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici, en fait. Mais, mais je veux pas vivre que dans ça. Et je veux pas vivre que dans c'était très individualiste ou que c'est presque stérile, en fait. Donc, c'est un peu comme, en fait, c'est un peu utopie, comment essayer de combiner les deux et j'aime ça et j'aime ça aussi et donc je prends les meilleurs de tous les deux côtés et, euh, et
et essayer de combiner et être plus accompli et être heureux en fait. Comment vous avez vécu l'expérience de Cannes? Ben sur le moment, je pense que je réalisais pas ce que s'est passé. J'étais très content, mais en même temps, c'était sur adrénaline et il passait plein de choses et c'était assez intense. Et j'étais frustré de pas avoir temps voir tous les films que je voulais voir aussi. Donc, j'étais aussi spectateur, mais aussi participant avec le film. Euh, euh, je crois que j'étais le premier surpris être sélectionné à la semaine de la critique aux compétitions avec un de commentaires en plus. Euh, c'est pas du tout le parcours que j'imaginais pour le film. Donc j'étais un peu sonné par tout ce qui s'est passé. Et donc après, quand je suis rentré, j'ai tombé malade et j'ai eu Covid. Et donc j'ai passé 2 semaines vraiment KO au lit. Et donc j'ai pas eu le temps de fêter et dire, ah voilà, j'étais à Cannes. Donc je commence petit par petit à réaliser maintenant. Donc là, je suis à Marseille. Pour la reprise de la semaine des critiques, avant hier, j'étais à Paris, à la Cinémathèque, parce que le film était projeté là-bas. Et donc aujourd'hui, non, oui, c'est aujourd'hui. Ce sera à Marseille. Donc là, je commence, je raconte les spectateurs. Donc là, je commence à être dans un vrai échange aussi, et pas dans comment dire, une bulle qui est à Cannes, qui est vraiment très, une sorte de apnée en fait. Est-ce que vous avez eu le temps de montrer le film aux personnes qui avaient participé, à votre mère, à votre père, et c'était quoi leur réaction? Alors, un des personnages du film, Héraclite, donc ce jeune garçon qui n'est pas nommé dans le film, il est venu à Cannes pour les premières et ma mère est venue aussi, donc elle a vu pour première fois le film à Cannes lors de première mondiale. Donc elle était assise à côté de moi, elle était très émue, mais elle est passée par toutes les émotions, elle a pleuré, elle a ri, elle était bonne spectatrice. Et donc, elle était très contente pour le film. Elle était très émue. Et c'est la première fois qu'elle voyait son ex-mari, mais à travers l'écran aussi. Donc, je voyais que son corps agissait au moment quand on voyait le film. Donc, elle a vécu le film très physiquement, pas, et pas son corps. Donc, c'était drôle et émouvant de voir ça en fait. Et est-ce que le film a eu un impact positif sur le rapport avec votre père? Parce que dans le film, à la fin, on voit que dans le dialogue, on voit que quand même c'est un rapport un peu conflictuel. C'est conflictuel, mais je crois que à la fin, je fais le paix avec lui. Disons, ben voilà, il est tel qu'il est. Il a des circonstances dans la vie qui influencent qui sommes-nous. Et c'est pas aujourd'hui que je vais changer mon père, comme lui pourra changer pas moi en fait. Donc, je crois qu'à la fin, c'est pas conflit, mais juste on accepte chacun qu'on est différent, qu'on a des parcours très différents qu'on ne peut plus changer le passé, mais pour moi, c'était important de nommer les choses et parler. Et donc, je dis que le dialogue, il est possible, mais voilà, peut-être il faut laisser les choses telles qu'elles sont et accepter. Et voilà, on ne va pas se comprendre, mais on reste quand même père et fils. Et, euh, et gardons ça au tête, en fait. Le film va sortir en salle en France, mais je ne sais pas quand. 22 octobre. Très bien. Est-ce que vous attendez de pouvoir toucher un public large ou des cinéphiles qui aiment bien le cinéma documentaire? Bah, on espère bien avec Elisabeth, c'est ma distributrice, parce que le film, je veux dire que c'est un film tellement personnel que moi j'avais peur que ça reste trop personnel et finalement il s'ouvre beaucoup en fait, il s'ouvre à beaucoup de gens parce que c'est les touches et donc je crois que le film est beaucoup comment dire, plus large que moi j'imaginais en fait. Donc ça me rassure, ça me surprend et je suis très content. Et donc j'espère que c'est les gens qui aiment pas seulement le cinéma documentaire, mais qui aiment le cinéma, qui vont venir voir
et partager ces émotions-là parce que dans les films, on rit aussi pas mal. Et donc, c'est un film qui dialogue et qui est aussi beaucoup à l'écoute dans les temps où devient plus en plus polarisé. Et je pense que c'est un film qui fera du bien aussi aux spectateurs. Dernière question. Est-ce que vous pouvez parler un peu, développer un peu plus sur votre prochain projet? Vous avez parlé un petit peu au début. Vous allez tourner quand? C'est quoi l'histoire? Est-ce que ça se passe en France ou ailleurs? Ok, ouais. Je peux pas dire trop de choses encore sur le prochain film, mais c'est un film coproduit entre France, Autriche et Espagne. Donc, on a trois producteurs en ce moment. Donc, ce film sera tourné en Europe sur île Grand Canarie, au face de Afrique. C'est une île très particulière. Et le film va s'appeler Mas Palomas. C'est un film sur l'amour inconditionnel d'un endroit qui n'est pas fait pour ça et qui est une sorte, une station balnéaire qui est construite dans les années 80, toute bétonnée, artificielle, et qui est tournée vers le tourisme de masse avec les hôtels all inclusive. Et dans cet endroit-là, il y a deux personnages qui sont perdus. Et parce qu'à Mas Palomas, il fait beau 7 jours sur 7. Et c'est une bulle artificielle aussi, au fait. Donc, c'est un film très différent et cette fois-ci pas personnel, donc c'est bien. Et vous ne jouez pas du coup dans le film. Ah non, 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 non. Je vais sur le réalisateur et c'est un film que j'ai coécrit avec une scénariste, donc c'est une fiction. Bon, merci beaucoup. Ben, merci à vous.